Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours dans le podcast C'est Bleu au profit de la station SNSM de Carreau. Aujourd'hui, je vous promets un podcast exceptionnel. Cet homme a fait de l'histoire son métier, comme d'autres sont plombiers, électriciens ou maçons. Cette histoire, c'est la grande histoire, celle avec un grand H. Il la découvre, il la tutoie, la questionne, la partage et la sort des eaux et révèle ses mystères à tout passionné de littérature ou d'archéologie. Et tout cela dans la Grande Bleue, à quelques encablures du Vieux-Port. Notre invité, ce passeur d'histoire, est aussi bien à l'aise à moins 80 mètres de profondeur que moins 30 000 ans ou jusqu'en 1944. Je vous propose aujourd'hui dans C'est Bleu de rencontrer un plongeur de l'histoire, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de... Luc Vanrel, bonjour. Luc Vanrel, bonjour, merci de recevoir ici à Marseille les auditeurs du podcast de C'est Bleu et de Radio Maritima. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes un passeur d'histoire, car on vous doit de nombreuses découvertes sous-marines, dont une encore plus remarquable que les autres, mais aussi votre participation à une des plus belles aventures d'inventorisation, d'analyse scientifique et de sauvegarde du patrimoine archéologique mondial. Alors avant de raconter votre vie sous-marine qui est palpitante, qui tutoie l'histoire, je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, bonjour, alors Luc Vanrel, je suis né juste à côté d'ici, au pied des Calanques, donc un territoire extraordinaire d'aventure pour un jeune garçon dans ces années-là, et qui va effectivement me marquer. C'est certainement possible que parce que ça n'était pas un territoire exclusivement urbain, bien qu'on peut aussi faire ce genre de choses, mais être dans la nature, essayer de comprendre dans quoi sont enfouies ces racines, c'est quand même une passion, c'est le sens de l'aventure. Et j'étais un jeune et lecteur passionné, je lisais beaucoup. Et bien sûr, j'ai lu du Syntex. On va y arriver, voilà. Vous l'avez compris, chers auditeurs, on se retrouve au port de la Pointe-Rouge. On est aux portes des Calanques de Marseille. Pour ceux qui connaissent, les Calanques, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Et je comprends que, Luc, ça vous ait marqué votre jeunesse. Cette eau bleue, ce calcaire blanc, ces falaises qui tombent à pic. Et là, aujourd'hui, on est quand même sur... la grande histoire. On a préparé cette émission et vous allez voir que c'est exceptionnel l'aventure qui vous est arrivée, vous, mais comment vous êtes arrivé parce que voilà, on va le dire, vous êtes la personne qui a découvert le Lightning P38 de Saint-Exupéry. Mais avant d'arriver à cette découverte, vous êtes un plongeur professionnel. Vous avez créé avec votre papa la société Imadras, c'est ça ? Oui, en 1979, j'avais 19 ans alors. Et on est juste après Cousteau, on est au début de la plongée sous-marine. Oui. Mon père a commencé la plongée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait l'avantage d'être très grand et de paraître beaucoup plus âgé que son âge. Donc il a fait croire qu'il avait 16 ans et qu'il pouvait commencer à travailler. Donc il a commencé à plonger en pied lourd assez jeune. On est juste à côté de l'INPP. Absolument. Vous avez fait l'INPP ? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis scaphandrier classe 3.
Oui, mais j'ai même connu l'avant INPP. Quand le port de la Pointe-Rouge n'existait pas. Et j'ai connu, bien sûr, puisque je suis né à la Pointe-Rouge, donc j'ai connu le quartier avant le port, 1964. J'ai une photo de moi tout jeune à côté du premier camion qui vient jeter les premières pierres pour commencer le chantier du port en 64. Mais là, c'est des petites dates, parce que après, on va voir des dates qui sont fabuleuses. Donc, vous quittez pas trop votre terrain de jeu, finalement, puisque vous êtes originaire de la Pointe-Rouge, au sud de Marseille. Vous faites vos classes ici à l'INPP. Ensuite, vous partez un peu comme tout plongeur professionnel, rouler votre bosse sur des métiers de scaphandrier pieds lourds aux quatre coins de la planète. Mais après, vous revenez ici et vous créez Imadras, c'est ça? Et qui est une société spécialisée dans quoi? Alors, Imadras, au départ, était une société qui fabriquait du matériel de plongée, qui ont créé, c'est-à-dire on a inventé certains produits, on se perfectionnait. Donc c'était super parce que c'était une plateforme pour prévoir et réaliser tout ce dont j'allais avoir besoin plus tard, en fonction des besoins. Et puis la société s'est orientée, s'est un peu recentrée sur mon savoir-faire à un moment donné, donc essentiellement sur l'archéologie, le patrimoine, ainsi que tous les milieux d'accès difficiles ou très difficiles. Et ça va vous servir pour plus tard. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comment on arrive un jour à découvrir l'avion de Saint-Exupéry? Alors, on va peut-être un peu parler de Syntex quand même. C'est quand même un sacré personnage. Je pense que si vous et moi, on l'aurait rencontré, il aurait eu des tas de choses à nous raconter et nous, on aurait eu des tas de questions à lui poser. Qui est Saint-Exupéry? Qui est Antoine de Saint-Exupéry? Alors moi, je l'ai rencontré très tôt, Antoine de Saint-Exupéry, mais par mes lectures. Imaginez le terrain d'aventure qu'il y a derrière nous, là, les Calanques, et je lis Terre des Hommes à 12 ans. Voilà. C'est un appel pour l'aventure. Et je pense que les lectures de Saint-Exupéry ont influencé probablement ma vie, et tout au moins la direction, la saveur que je trouvais à certains chemins plus qu'à d'autres. Voilà. Donc Saint-Exupéry, c'est d'abord, il est connu comme pionnier de l'aviation, dans la grande aventure de... Il naît au début du siècle. Il naît en 1900, oui. Il naît en 1900. 1914-1918, c'est la Première Guerre mondiale, l'utilisation de l'avion. De l'avion, et il va tout de suite s'intéresser. D'ailleurs, il va commencer sa carrière de pilote dans l'armée. Et puis, plus tard, ça va être la grande aventure du courrier postal. L'aéropostale. Alors, Saint-Exupéry, il naît en 1900. Il fait son premier baptême de l'air à 12 ans en trichant sur son âge. En trichant sur son âge. En disant que... Parce qu'il traîne, il passe ses vacances à côté d'un aérodrome pas loin de Lyon. Oui, il traîne là. Et à Ambérieux. Voilà, et il ment et il dit « Oui, maman m'a donné l'autorisation pour faire un baptême de l'air » et il monte là-dedans. Donc très tôt, il a eu ce goût pour l'aviation. Absolument, absolument. Et il a très jeune essayé de faire décoller un vélo en lui ajoutant des ailes. Enfin bon, il est à fond dans cette nouvelle activité. C'est totalement nouveau. Ça a démarré quasiment avec le siècle. Donc, on commence à avoir des vraies machines qui volent à peu près correctement, qui partent et qui reviennent et qui se posent. Donc, c'est quand même un progrès. Et c'est tout un nouveau pan d'aventure qui va pouvoir se concrétiser sur cette technologie. On est bien sur des machines qui vont permettre d'accéder à un environnement qui n'était pas accessible, qui était l'air, le ciel. Alors Syntex, dans sa jeunesse, hormis le fait qu'il ait triché sur son âge pour faire un baptême de l'air, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui passe son temps à faire des croquis, à faire de la littérature, à tel point que quand il fait des croquis, ce sont des croquis techniques qui sont en rapport avec l'aviation. Oui,
très souvent, et ça va être je dirais, il va faire à la fois des croquis techniques, mais aussi écrire des poèmes, par exemple. Hein. Donc sa carrière, les trois piliers de sa vie, ça va être l'aviation, l'écriture et la technologie. Pour un siècle qui vient de naître, je pense qu'il était dans le bon wagon. Il était dans le bon wagon, oui. Donc ça va être à la fois un ingénieur, puisqu'il sera diplômé à titre posthume par une école d'ingénieurs qui a repris tous les brevets qu'il a Puisqu'il a déposés. déposé des brevets. Oui, il a déposé des brevets essentiellement autour de la navigation aérienne, de tout un tas d'études qu'il a pu réaliser pour régler des problèmes qui existaient sur les avions à ce moment-là. Et bon, à côté de ça, évidemment, comme écrivain, il est connu surtout, bien sûr, à travers Le Petit Prince, qui est... On va dire un peu son œuvre. Vol de nuit, 1931, prix Femina. Oui. C'est ça qui lui permet d'être un peu plus libre, mais parce qu'il y a quelques années, il vivait pour l'Aéropostale, par l'Aéropostale, mais c'était pas... c'est là où il a découvert la grande aventure, mais ça lui a permis, ce prix du Femina avec Vol de nuit, d'être indépendant financièrement et de pouvoir imaginer le reste de sa vie. Alors, indépendant financièrement, pas trop longtemps, parce qu'il était assez fêtard, on va dire. Hein. Bon, voilà, donc il dépensait aussi sans trop compter. La comptabilité, ça n'a pas fait partie des piliers de sa vie. C'est un rêveur. C'est un rêveur. Terre des Hommes, 1939. Oui. Là, 1939, on comprend ce qui va se passer. C'est la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il continuera toujours à écrire, Pilote de guerre, 1942. Et on arrive sur le chef-d'œuvre, Le Petit Prince, 1943. Voilà. Ouais. Le Petit à Prince, New York. À New York. C'est ça, parce que Saint-Exupéry, il a été pilote d'avion civil donc en 1921, il a été sous-lieutenant en 22, l'aéropostale en 26, pilote de raid en 1932, et puis ensuite il réintègre l'armée en 1939, mais déjà 39 ans. Et démobilisé en 40. Voilà, démobilisé en 40. Mais déjà, après une participation excessivement active et engagée dans la guerre en tant que pilote de reconnaissance, puisqu'il y a la fameuse mission sur Arras, qui vaudra l'ouvrage en anglais, puisqu'il va d'abord être publié en anglais, si ma mémoire est bonne, Flight to Arras, vol sur Arras, et en français, Pilote de guerre, qui sera considéré comme le premier texte appelant à la résistance contre l'occupant, contre les Allemands, et qui sera autorisé, qui ne sera pas censuré par les nazis, mais par Vichy. Par le gouvernement de Vichy. Parce que justement, trop engagé vers la résistance. Et qui sera aussi le premier pavé, tout au moins la première pierre qui va le séparer un petit peu du gaullisme, puisque lui a une vision qui est plus générale et est très attachée au fait qu'il ne faut pas opposer les Français, mais au contraire, être tous réunis contre les Allemands. Donc Saint-Exupéry se retrouve aux États-Unis, il est démobilisé, il passe son temps entre les États-Unis et le Canada pour écrire ce fameux Petit Prince, mais il trépigne, il en peut plus, il a envie de remonter dans un avion, il a déjà 43 ans, ce qui est pour un pilote, après tout ce qu'il a vécu, je vous passe les crashs, etc., c'est déjà... Il est très, très, très âgé, quoi. Pour un pilote militaire, c'est très âgé. Et pour un pilote d'appareil de reconnaissance à haute altitude comme le Lightning, c'est excessivement âgé. En général, les pilotes de Lightning ont moins de 30 ans. Ouais, parce que c'est un avion qui nécessite des réactions très rapides et d'être capable d'encaisser aussi la haute altitude. On est en cabine non pressurisée. Donc il fait froid, on a des combinaisons chauffantes, mais les combinaisons chauffantes c'est bien, mais quand on s'équipe en Corse au mois de juillet, il fait 35 degrés. On commence par une grande suée, après on va être glacé en altitude. Il faut travailler dans le cockpit avec un masque à oxygène. Un masque à oxygène, oui, puisqu'au-dessus de 3000 mètres, on commence à avoir besoin d'oxygène. Hein. Ça se rapproche un peu de la plongée sous-marine, dites-moi ça. Tout à fait, d'ailleurs, Saint-Exupéry dira à propos du Lightning...
qu'il a l'impression que ses missions ressemblent il a l'impression d'être un scaphandrier croisé avec un comptable par rapport au nombre de cadrans. Et évidemment, c'est totalement différent des premiers avions qu'il a pu fréquenter au début du siècle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Lightning P-38, c'est un magnifique avion bipoutre avec 2 moteurs qui marchent, qui sont avec un biturbo, avec un turbo compressé. Ça développe une puissance phénoménale. Et c'est sur cet avion que le 31 juillet 1944, Syntex disparaît. Il disparaît, mais personne ne sait où il disparaît. Et on commence à le chercher. Voilà. Il faut imaginer que Saint-Exupéry, en 1944, c'est le Zinedine Zidane actuel, c'est un grand acteur, on pourrait le comparer à un grand acteur, c'est une star. Ah, c'est une des personnalités les plus connues sur la planète. Hein. Ouais. Puisqu'il est vraiment très connu, notamment côté Allemagne. Hein. Il est connu de tous les aviateurs de la planète, au Japon, partout, aux États-Unis. Et c'est cette singularité d'être à la fois un aviateur et un écrivain qui va apporter cette notoriété, parce qu'il a raconté, et de façon sublime, ses aventures aériennes, en faisant plus que raconter ses aventures aériennes. Parce que quand on lit du Syntex, évidemment, la puissance du texte n'est pas dans les mots, elle est entre les lignes. C'est-à-dire, c'est la réflexion qu'il est capable de susciter chez le lecteur qui fait toute la valeur littéraire de son travail. Son chef-d'œuvre, c'est Le Petit Prince. Pour les gens qui lisent Le Petit Prince, tout le monde a lu Le Petit Prince. C'est le texte le plus traduit au monde après la Bible. Rendez-vous compte, il y a 535 traductions en langue et en dialecte du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais. C'est un texte prophétique, c'est un texte universel. Donc on comprend. Et intemporel, puisqu'on peut le lire. Et d'ailleurs, l'idée que Le Petit Prince soit un conte pour enfants, c'est un peu approximatif. Oui. Effectivement, on peut le lire comme un conte pour enfants. Mais franchement, il y a peut-être des contes beaucoup plus plaisants et d'actualité, plus parlants aux jeunes d'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il faut lire entre les lignes. Et pour ça, j'aurais tendance à dire, il faut lire Le Petit Prince au moins 3 fois dans sa vie. Peut-être enfant pour rester sur de belles images, comme Le Secret du renard. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais il faut aussi le lire après, à l'âge adulte, je pense. J'aurais tendance à dire, le lire après 40 ans, c'est bien. Et puis le lire dans le 3e âge, pour y retrouver tous ces plaisirs et toutes les réflexions philosophiques que Le Petit Prince met en place chez le lecteur, alors que ça n'est pas écrit dans le texte. Hein. C'est ça toute la force de cet ouvrage. Le questionnement sur l'époque, sur le mode de vie, qu'est-ce qu'il y a après. C'est ça le message universel du Petit Prince. Oui. Alors, Saint-Exupéry s'évade, non pas dans les nuages, mais disparaît par une belle journée de ce mois de juillet. Il s'évade en pleine légende, et c'est le début d'une espèce de chasse au trésor. Pendant des années, on cherche à savoir où est passé Saint-Exupéry à bord de son Lightning P-38. Et c'est là où vous allez nous raconter votre histoire. Oui, alors, il se trouve que moi, jeune lecteur de Saint-Exupéry, je trouvais que sa disparition était parfaite, parce que... C'est une légende. Voir mourir Saint-Exupéry, imaginez que Saint-Exupéry mourir vieux, malade, non, c'était le héros de mes lectures de jeunesse, donc non. Le fait qu'il ait disparu comme Le Petit Prince me convenait très très bien, et j'étais j'étais pas du tout enthousiasmé, et j'étais surtout pas prêt à faire des recherches sur la disparition de Saint-Exupéry. Je trouvais que la disparition, c'était parfait. On n'avait pas besoin de revenir à des choses plus matérielles sur sa mort. Mais c'est votre passion pour la plongée sous-marine,
pour la mer, pour les calanques, qui va vous ramener à Saint-Exupéry. Absolument, et c'est simplement la curiosité et l'observation qui vont faire que je vais m'intéresser à des vestiges d'avions qui sont au large de l'île de Riou, et sur des fonds un peu importants. Et on le rappelle, vous êtes plongeur pied lourd, donc spécialisé en plongée profonde. Votre terrain-jeu, c'est les calanques, et vous tombez sur ce que vous imaginez, des vestiges d'avions. Oui, c'est à voilà. peu près clair pour le fait que ce soit des vestiges d'avions. Simplement, on est à Marseille, et par habitude, alors c'est pas le premier avion que je trouve, et ce ne sont pas les premiers vestiges d'avion que je découvre, mais par habitude, la piste allemande est toujours la première envisagée, puisque la plupart des avions qui sont tombés sur le secteur marseillais sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour beaucoup après 1942, après l'envahissement de la zone sud. Donc je pars sur l'hypothèse d'une piste allemande. On est en quelle année là ? Alors les premières photos, quand l'affaire va rebondir avec la découverte de la Gourmette, les premières photos sont de 1984. Donc vous découvrez quelque chose, on va dire, quelque chose au fond de l'eau en 1995. Et dans quelles circonstances ? Comme ça, un jour vous êtes dit, je vais plonger là, il fait beau. Alors, non. C'était pour une mission, d'abord. Alors d'abord, oui, j'étais avec un collègue biologiste marin que j'accompagnais sur ces zones profondes. Et quand il mettait en place ces expériences, et que l'eau était exceptionnellement claire, ce qui arrivait à l'époque quand même assez souvent dans ces grandes profondeurs, je m'écartais un petit peu pour aller, moi, explorer les zones un petit peu plus basses. Et c'est comme ça que je commence à repérer les premiers vestiges. Donc on est effectivement au début des années 80, première moitié des années 80. Les photos en 84, j'ai dû y retourner pour les faire. Je n'ai plus souvenir exact de comment ça s'est passé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 89, je vais trouver une très belle épave d'avion, un bombardier rapide allemand, justement, toujours à Marseille, qui a la bonne idée d'être à l'endroit, donc qui s'est posé au fond de la mer comme s'il avait atterri, qui était homogène, en bon état, et qui va du coup me permettre de rentrer en contact avec des historiens de l'aviation. Et je pense, ils sont très motivés pour cette épave-là, parce qu'elle est très lisible. C'est facile. C'est facile, c'est en bon état. Et donc je leur transmets aussi les photos du gisement de Riou. De l'autre chose. Voilà, mais c'est tout cassé, concrétionné, c'est en très mauvais état, et ça n'aboutit pas. Donc en 89, je pense encore être sur la piste d'une épave allemande. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le 7 septembre 1998, branle-bas de combat à Marseille. Ah oui, absolument. Alors ça fait déjà quelques jours que je suis attentif à la pêche de Jean-Claude Bianco, tout simplement parce qu'il passe sur les vestiges d'avion. D'accord. Sur le secteur des vestiges d'avion. Et il pêche au chalut, c'est-à-dire un art traînant, dont le filet qui racle le fond et qui déplace, collecte ou casse les vestiges d'avion, qui sont, par essence, un avion c'est fait pour être léger, donc c'est pas très solide. Et le 7 septembre 1998, donc Jean-Claude Bianco remonte une gourmette dans son filet, mais ça ne sera porté à la connaissance du public que beaucoup plus tard. Moi, pour tout dire, vraiment, c'est la publication dans Science et Vie, on peut le dire, de février 99, qui va m'alerter. C'est ma maman qui m'achète Science et Vie parce qu'elle voit un avion sous la mer à Marseille, une affaire et tout, il y a marqué Comex, donc elle me l'achète. Marseille à ce moment-là est un petit milieu. Exactement. La Comex, Henri Germain Deleuze, qui a créé cette fameuse société d'expertise sous-marine qui est installée sur le Vieux-Port. Et là, le puzzle, les pièces sont en train de se mettre petit à petit en place. Tout à fait. Alors, parce qu'entre-temps, quand vous avez vu Bianco qui pêchait, vous avez pris des précautions, c'est ça ? Alors, quand j'ai vu Bianco qui pêchait, oui, j'ai pris des précautions pour une pièce qui avait tendance à être baladée par les pêcheurs,
que je vais aller mettre à l'abri dans une grotte sous-marine. Comme par hasard, une grotte. Oui, une grotte, oui, mais on n'en manque pas dans les calanques. Vous allez voir, vous allez comprendre le podcast. Et alors, pourquoi je vois Bianco tous les jours et tous les matins? Parce que je travaille à la grotte Cosquer à ce moment-là, Là. et que l'épave de Saint-Exupéry, en gros, est au large devant la grotte Cosquer. Donc, devant, sous le nez. Voilà, je vois tout ce qui se passe, et donc je vois Bianco pêcher. Donc, quand l'affaire est portée à la connaissance du public, tout de suite, je fais le lien. Je me dis, il va falloir travailler sur cette piste. Gourmette, vestige d'avion. Est-ce que la gourmette vient de cette épave-là? Ça va peut-être coller avec les autres pièces du puzzle. Et voilà. Et donc, dans le magazine que j'évoquais, Science et Vie, il y a des photos de Lightning. Et là, je reconnais des pièces qui sont au fond de la mer et que j'ai déjà photographiées. Notamment le train d'atterrissage, qui est caractéristique pour chaque appareil. Donc je me dis zut, ça va commencer à être du boulot, parce que effectivement, il y a des pièces d'avions américains, je les reconnais. Et là, vous reprenez votre bâton de pèlerin. Ouais. Et vous allez retrouver vos camarades à qui vous aviez proposé le bombardier allemand, c'est ça? Exactement. Mais côté français, ça n'aboutit pas. Et je vais trouver de l'assistance aux États-Unis. On est en 99, début 99. Et oui, parce que le P-38 est un avion américain. Qui avait été confié par les Américains aux Français. Mais surtout, c'est les débuts d'Internet. Les années 2000. Les années 99, on est au tout début. Au tout début, avec les modems téléphoniques. C'est ça, qui faisait des bruits incroyables. Et donc, je vais pouvoir rentrer en communication beaucoup plus facilement avec des associations américaines, avec des associations de vétérans notamment, et avec... Des passionnés de Warbird, ça s'appelle. Et de Missing in Action. In Action, voilà. Donc, j'arrive comme ça à être mis en relation par le président de son association de vétérans avec Jack Curtis, qui a fait toute la guerre chez nous sur P-38. Donc, il connaît parfaitement l'avion. Et qui est, d'après le président de son association, le meilleur chasseur de MEA. Alors, le MEA, c'est Missing in Action. C'est perdu au combat, disparu au combat. Les Américains n'ayant pas comme nous le culte du soldat inconnu, ce qui simplifie beaucoup de choses, ils ont le mur des disparus au cimetière d'Arlington. Tout est inventorié, tout est... Chaque soldat perdu est nommé sur le mur des disparus. Et donc Jack Curtis a fait de ses vieux jours un travail... Un sacerdoce, on va dire, comme ça, un peu Oui, ça commence déjà parce qu'il voudrait retrouver son meilleur ami, son ailier, avec qui son compagnon de chambrée, qui est mort le jour de Noël 44. Donc, peu avant la fin de la guerre, quelque part. Pardon. Et qui va... comme ça, le retrouver d'ailleurs pendant les recherches Saint-Exupéry et pouvoir faire rayer son nom du cimetière d'Arlington et faire inhumer. Il y avait quelques grammes d'ossements, mais retrouver avec son épave, je crois qu'il y avait une phalange et 2 bricoles peut-être dedans. Voilà. Mais il est enterré chez lui, il est rentré au pays. Voilà. Et alors, pourquoi Jack va s'intéresser à cette affaire qui va forcément représenter un gros travail de recherche, d'archives? Parce que, peut-être c'est Saint-Exupéry. Or, Saint-Exupéry est peut-être encore plus connu aux États-Unis qu'en France. C'est vraiment quelqu'un de très important pour les Américains, de très connu. Mais on va dire une petite anecdote. Oui. On fait ce podcast, il est fin novembre, mais il y a quelque temps, à New York, pourquoi je veux refaire à tout prix ce podcast, il y a quelque temps à New York a été inaugurée la statue qui représente le Petit Prince en face du consulat à New York, de consulat de France à New York. Voilà. Donc Saint-Ex est très très connu aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et si c'est pas Saint-Ex, ça sera très probablement un pilote américain
Donc, quelqu'un à faire rayer du mur des disparus si on arrive à aboutir Identifié. à une identification. Et donc, là, vous commencez, on le dit, le puzzle, il commence à prendre tournure. Donc, la gourmette, la fameuse histoire, l'emballement médiatique, Henri Germain Deloz, Jean-Claude Bianco, et vous, derrière, petit à petit, avec tous les intervenants, les experts, les conseillers en Warbird et en P38, bien, le puzzle prend forme jusqu'à un point où vous êtes sûr à 100% que le P38 qui est au fond de l'eau devant les calanques, entre Rioux et les calanques, c'est bien celui de Syntex, quoi. Oui, absolument. Ça va être un travail qui va être long au départ, jusqu'à ce que je réalise que sur la liste des pertes qui a été établie par un historien amateur de Cannes, Philippe Castellano, qui a fait un travail de compilation assez remarquable sur une vingtaine d'années de toute la documentation disponible sur les pertes, surtout sur les pertes américaines pendant le débarquement de Provence. On va dire que l'éventail commence à se resserrer. Hein. Donc 42 Lightning ont disparu le long du littoral provençal. Sur ces 42, 12 ont pu tomber en mer. Les autres sont tombés à terre, où on a des informations pour dire qu'ils ne sont pas dans l'eau. Ils ne sont pas tombés dans l'eau. Donc plus que 12. Et si on regarde sur le secteur précis Toulon-Marseille, qui va nous intéresser pour ces vestiges, il n'y en a que 4. 2 sont déjà identifiés à ce moment-là, en baie de la Ciotat. Un près de l'île Verte, l'autre en baie d'Élec. Et sur ces 4-là, un seul est d'une nouvelle génération de Lightning. Si la silhouette est toujours la même, l'appareil est totalement différent, les moteurs sont plus puissants, plus lourds. Le train d'atterrissage a dû être renforcé, différent. Le turbocompresseur est plus gros. Donc il y a des différences technologiques assez évidentes et assez marquées. Or, le seul Lightning de nouvelle génération perdu en Méditerranée, c'est Saint-Exupéry. Était piloté par Antoine de Saint-Exupéry. Donc, si cette épave correspond à un Lightning de seconde génération, ça ne peut être qu'Antoine de Saint-Exupéry. Banco, c'est celui-là. Et c'est donc comme ça que je vais pouvoir avancer et déclarer en mai 2000, non pas un, mais 2 avions qui sont tombés au même endroit. Un Lightning P-38 qui était piloté par Antoine de Saint-Exupéry et un Messerschmitt Bf-109 qui, à ce moment-là, est toujours inconnu, dont l'immatriculation et le pilote ne sont pas connus. Ça brouille un peu les pistes. Alors ça a brouillé sérieusement les pistes, parce que je rappelle que j'étais parti sur une piste allemande au départ, et que quand je tombe sur des morceaux allemands, je me dis chaque fois, c'est pas ça, on s'est planté... Et j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire coller des morceaux du Lightning à des avions allemands. Alors des fois, ça ressemblait un peu, mais il aurait fallu 3-4 avions allemands pour arriver à caser les mêmes pièces. Donc, et tout ça à moins 80 mètres de profondeur à peu près ? Oui, 87 mètres exactement. 87 mètres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment ? Vous avez donc déclaré cette découverte, et puis on va dire que ça échappe à la relation que vous aviez avec cette épave, puisque quand on déclare finalement ce qu'on a découvert au fond de l'eau, ça ne nous appartient plus, et c'est les affaires maritimes et le ministère de la Culture qui prend un peu les choses en main, on va dire. Oui, tout à fait, mais je dirais, ayant toujours travaillé dans l'archéologie, c'est quelque chose qui est clair et intégré pour moi. C'est-à-dire qu'un bien culturel, donc quelque chose qui fait partie du patrimoine national, je l'ai toujours considéré comme la propriété de toute la nation. C'est-à-dire, c'est notre histoire. Hein. On en est tous un peu responsables, au-delà des questions administratives. Et imaginer se l'approprier ou s'en faire une collection privée, c'est voler
tout ce qu'on peut toute apporter. la nation française, Voilà. sauf soi-même. Donc on devient quand même un sale personnage. Donc dans ma psychologie de la découverte et de la déclaration, j'ai pas ce genre de problème D'accord. parce que c'est pas quelque chose de nouveau pour moi et c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, une ouverture d'esprit qui était celle-là. C'est notre histoire nationale. Donc c'est un bien national. Il n'y a pas d'histoire de propriété privée. Hein. Mais Ni d'enjeu financier. Si l'État veut donner des récompenses, qu'il donne des récompenses, merci. Mais il n'y a pas de valeur marchande ou quoi que ce soit. C'est notre histoire. ce que je voulais dire, c'est que ça permet, une fois que c'est déclaré, qu'il y ait plus facilement des moyens qui sont mis en place. Parce que c'est à ce moment-là que l'épave va être sortie de l'eau, c'est ça, et que vous allez travailler enfin sur, de façon plus à l'aise, puisque vous n'êtes plus à moins de 87 mètres de profondeur, mais c'est là où vous découvrez le fameux numéro 2734L. Alors ça, c'est une autre Histoire. histoire. C'est une autre histoire, parce que en mai 2000, quand je déclare 2 avions. Oui. Le travail d'identification de sa deuxième épave n'est pas réalisé encore. D'accord. Donc moi, à mon sens, il y a plusieurs raisons de ne pas toucher les vestiges. Un, je préférerais que tout reste en place avant que les recherches soient terminées. Et deux, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est totalement nouveau pour moi, qui a été évoqué par les anciens combattants et la famille de Saint-Exupéry, c'est la notion de sépulture. C'est la question que je voudrais vous poser. Quand on est au fond de l'eau, quand on est en face d'une épave d'avion, et en plus quand on sait que c'est éventuellement Saint-Exupéry, qu'est-ce qu'on ressent, hormis le fait que c'est noir, qu'il fait froid, qu'est-ce qui se passe là? On est derrière son masque, qu'est-ce qu'on ressent comme sensation? Alors C'est une question peut-être très personnelle, peut-être. Non, parce que c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois sur d'autres épaves, et notamment sur des épaves d'avion, notamment sur celle du Bombardier que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'au début, c'est technique. On est sur une épave. C'est un équipement de haute technologie. C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est la mécanique, les détails, les particularités. On est sur quelque chose de totalement matériel. C'est beaucoup plus proche du travail sur la préhistoire, par exemple. C'est-à-dire, parce que quand on va trouver des ossements préhistoriques, on n'a pas un rapport à l'homme. On a des objets comme des pierres. Il n'y a pas de problème d'identité, il n'y a pas de problème avec les ayants droit, la descendance, avec la police judiciaire. Non. Alors que là, on rentre quand même sur une époque récente. D'accord. Et chaque fois il va y avoir un déclic à un moment donné sur un objet personnel ou quelque chose comme ça, qui va tout de suite faire basculer cette perception de la technologie vers l'aventure humaine et vers le drame humain. Oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, on pourrait parler de fortune de mer, même si c'est un avion. Donc on est sur un drame humain. Et les choses basculent et changent complètement. Alors quand c'est Saint-Exupéry, c'est encore plus puissant et plus fort parce que c'est pas un inconnu. Je parlais du bombardier allemand. C'est un équipage de jeunes. J'ai été très affecté quand j'ai vu l'âge de l'équipage. Le pilote était le plus âgé, il avait 22 ans. Les autres avaient entre 17 et 19 ans. Donc c'est vraiment dramatique. Mais Saint-Exupéry... on touche au mythe, là. Je veux dire, même si j'avais le nom des équipiers allemands, je ne les ai jamais connus, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas leur histoire. Mais Saint-Exupéry, là, on est sur un mythe, sur quelque chose qui nous dépasse et donc va transcender un petit peu la perception que l'on va avoir de ces vestiges, qui étaient que des morceaux de tôle jusqu'à ce moment-là, et qui vont s'humaniser brutalement sur... là, en l'occurrence, c'était sur une pièce de tissu. C'est pas forcément quelque chose de... Voilà, c'est pas une montre gravée avec le nom d'Antoine de Saint-Exupéry derrière. Non, c'est simplement quelque chose qui, à un moment donné, va mener un déclic et va faire sortir cette épave
de la pure technologie, de la pure science, pour arriver À une émotion. à l'émotion et à l'humain. Et à l'humain, surtout le rapport au pilote et à l'humain, Bien sûr. et à l'histoire, et voilà. Waouh. Alors, on va revenir sur des choses, mais parce que là, vous avez tout juste compris que c'était Syntex, vous sortez l'épave, mais il y a encore un travail Alors, important. non, ça n'est pas moi qui sors Ah, l'épave, c'est la COMEX. La COMEX, hein. C'est Henri Germain Deloz qui demande l'autorisation de remonter les vestiges. Il va remonter une partie des vestiges qui seront remis à l'armée de l'air, qui en revendique la propriété. Seront remis à Istres, à la base de Istres, et puis ils seront confiés au musée de l'air et de l'espace du Bourget, La qui gourmette. est un musée militaire. Ouais. Hein. La gourmette, on peut tout. Alors la gourmette, par contre, c'est un objet personnel du pilote. D'accord. Ah, Donc l'armée de l'air dit non, c'est propriété des ayants droit, des descendants d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc elle est remise à la famille. mais actuellement, on peut la voir, je crois, au Bourget, non? Non, elle n'est plus exposée Elle est au plus Bourget. Elle voyage beaucoup. En général, comme ça coûte très cher d'assurer ce genre d'objet, etc. Elle voyage dans la poche Anonymement. d'Olivier Daguet, qui va l'amener au Japon, aux États-Unis, au Brésil, là où il va y avoir des événements Syntex et où on la demande. Et une copie a été faite pour justement pouvoir gérer 2 événements qui seront en même temps, voilà. Et puis aussi pour alléger, pour des musées qui voudraient la présenter. Pour des questions d'assurance. Oui, voilà, la copie ressemble tout à fait à l'original. Et évidemment, elle n'a pas du tout la même valeur, donc il n'y a pas de problème de... Au pire, on refait la copie, quoi, c'est pas grave. Donc, les vestiges sont confiés à l'armée de l'air, à Istres, Oui. à la base 125. Et le travail d'authentification, comment ça se passe là? Le fameux numéro que je répète, le 2734 left. Ouais. Donc ce numéro va être trouvé par l'association Aérorelique, qui va être chargé par la COMEX et Géocéan, qui sont 2 entreprises qui ont fait des recherches puissantes pour trouver l'épave de Saint-Exupéry. Vont demander donc à l'association Aérorelique, dont Philippe Castellano, dont je parlais tout à l'heure, est le président, d'investiguer sur ces vestiges pour essayer d'y trouver, voir ce qu'on peut en sortir d'intéressant en termes d'informations, que ce soit des tirs de destruction qui seraient visibles sur les vestiges ou un numéro de série. Alors numéro, il y en a partout dans les avions. Mais le problème, c'est... Chaque pièce... Oui, mais c'est d'avoir aussi quelque chose pour les faire correspondre. Un papier qui correspond au classique. Voilà. Exactement. Or, dans le caisson du turbocompresseur, qui par nécessité technologique, est en inox, pour tenir les hautes températures, et donc très résistant à la corrosion et autres, le fameux marquage 2734 va être trouvé. Or, il se trouve que le 2734 n'est pas le numéro militaire de l'avion de Saint-Exupéry. Ça brouille encore les pistes. Oui, mais bon, ça c'était un petit peu plus connu. C'est le numéro civil de l'appareil, c'est-à-dire celui apposé par le constructeur sur les chaînes de montage, qui après va correspondre avec un contrat militaire. Et bon, il se trouve que c'était le bon numéro. Voilà. Donc l'appareil est identifié une 2e fois. La première fois, c'était par déduction technologique et le fait que c'était le seul appareil de 2e génération qui pouvait être là. Là, ça va être par un numéro de série. La boucle est bouclée, le puzzle est en place. Pas du tout. C'est ce que tout le monde pense, tout le monde est content, l'épave est trouvée, l'affaire est terminée. Mais pour moi, ça n'est que le commencement de l'enquête, parce que on va reprendre toute la recherche avec une nouveauté majeure. Syntex est mort à Marseille. Voilà. Donc on va pouvoir réétudier toutes les possibilités de plan de vol, d'alerte, etc., de tout ce qu'il a pu déclencher sur son parcours, en sachant que son parcours se termine à Marseille, alors qu'il était prévu uniquement sur l'axe Grenoble-Bastia. Parce qu'on le rappelle, Syntex décolle le Borgo, ça se trouve à quelques kilomètres au sud de Bastia, Ouais. pour une mission de reconnaissance aérienne à très haute altitude,
au-dessus des Alpes. Et en retour, forcément, il a vu un petit souci sur un vol précédent au-dessus de Marseille. Donc on se doutait qu'il allait faire un petit tour au-dessus de Marseille pour déclencher ses caméras et ensuite rentrer sur la Corse, quoi. Oui. C'était ça le plan de vol, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et, et donc, l'étude de toute la documentation qu'on arrive à mettre en place va montrer que Syntex, déjà, ne va pas en ligne droite sur Grenoble. Un mosquito de reconnaissance avait été chargé de faire la même mission le matin plus tôt. Il n'a pas pu la remplir à cause de la couverture nuageuse. Donc c'est possible que Syntex, dès le décollage, a prévu une mission bis au cas où un plan B, au cas où il ne puisse pas remplir correctement sa mission de renseignement qui est sur la vallée du Rhône et la Savoie. Puisque les Américains vont le détecter au radar, franchissant la côte vers Hyères. Ah oui, on est un peu décalé par rapport à On l'axe. est franchement décalé à l'ouest, et donc il est probablement passé vers Hyères pour voir les conditions météorologiques, surtout la question des nuages qui auraient pu le gêner pour les photos. Ça veut dire qu'il se décale un peu sur la gauche, il passe sur un axe Le Mont Ventoux pour voir les nuages qui sont positionnés au-dessus de Grenoble, au-dessus là, du massif de la Chartreuse, du Vercors, etc. Et ensuite, il pensait peut-être revenir pour faire les photos. Non, il a ensuite été droit sur Grenoble. Hein. Il a rempli on suppose qu'il a tenté de remplir sa mission parce que, effectivement... Il est détecté ailleurs, c'est ça ? Non, mais entre les témoins sur Grenoble et puis les constatations des Allemands, il cherchait a priori une altitude de travail parce que il fait des piquets, il remonte en chandelle. Il cherche vraiment une altitude de travail à cause des nuages, a priori. Donc, il fait quand même sa mission. Il est donc suivi par les Allemands avec une très haute attention parce qu'il s'est décalé vers Hyères, il s'est dépalé à l'ouest vers Hyères. Or, Hyères, Toulon sont des zones hautement stratégiques, tant sur le plan de l'aéronaval pour Hyères, puisqu'il y a à ce moment-là, Hyères est une base aérienne importante, mais il y a aussi le port de Hyères qui est amplement fourni en moyens de défense. Et puis, il y a Toulon qui n'est pas loin. Donc, un appareil de reconnaissance 15 jours avant le débarquement, alors que les Allemands sont aussi sur le grill en train d'essayer de savoir ce que leur préparent les Américains, à quel moment ils vont leur tomber dessus, ça ils en sont sûrs. C'est une attention particulière qui va être pour cet avion de reconnaissance. Et c'est la station radar allemande qui est près de Lyon qui va mettre 2 aérodromes en alerte pour l'intercepter au retour, puisqu'ils n'ont plus trop les moyens de l'intercepter, partir dans tous les sens. Les Allemands, à ce moment-là, ils n'ont plus que 12 appareils d'interception dans le secteur. Pour le groupe de chasse qui gère tout le quart sud-est de la France. Ah oui, d'accord, ça fait peu, quoi. Ça fait peu. Le débarquement de Normandie a déjà eu lieu, donc il y a des gros problèmes d'avitaillement. De pilotes. Oxygène, munitions, carburant. Donc ils sont un peu à l'économie. Donc ils ont plutôt tendance à envoyer les intercepteurs couper la route d'un appareil plutôt que de les prendre en chasse, de les poursuivre réellement. Ça consomme trop, c'est plus adapté. Et bien souvent, les pilotes vont partir sur ce type de mission seuls. Et non pas en escadrille. Et non pas en groupe. En groupe. Donc, Syntex fait sa mission. Et revient. La station radar allemande va mettre en alerte Bron, près de Lyon, et Aix-les-Milles, près de Marseille. Or, les Allemands le suivent en direction du littoral. Ils le perdent au radar parce qu'ils perdent de l'altitude. Après, c'est des observateurs aériens qui le suivent. Et donc, on arrive très bien à voir qu'il va vers la côte. Connaissant la stratégie imposée par le manque de moyens aux Allemands à ce moment-là, je me dis, c'est pas Bron qui a envoyé des chasseurs à sa poursuite.
C'est trop loin. Voilà, je veux dire, il serait arrivé sur lui quand il était en Corse, et non. Donc, pour l'intercepter, ils ont envoyé un chasseur au devant de lui, donc d'Aix-les-Milles. Donc le premier soupçon, c'est que s'il a été intercepté par un avion allemand, c'est un avion qui est parti, qui tout au moins dépendait du groupe de chasse sud, qui gérait Aix-les-Milles, mais aussi Istres, Orange, Marignane, tous les aérodromes, sachant qu'ils dispatchaient des avions un petit peu partout, puisqu'il n'en restait que 12, et qu'une seule attaque américaine aurait pu détruire les 12. Donc les avions n'étaient pas dans les hangars, ils étaient cachés souvent sous les bois, dans les forêts, et dispersés sur tous les petits aérodromes qu'il y avait autour de. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en montant les recherches, on va malheureusement aussi découvrir que la documentation du groupe de chasse a été détruite. Donc, les informations que l'on cherche n'y sont pas. Mais on va trouver chez le commandant du groupe et chez un de ses correspondants des échanges de courriers qui montrent bien que c'est le groupe qui est responsable de cette catastrophe d'avoir abattu Antoine de Saint-Exupéry, parce que même pour les Allemands, c'était une catastrophe. Imaginez, même les services de propagande du Troisième Reich n'auraient pas pu utiliser la mort de Saint-Exupéry comme quelque chose de valeureux, de glorieux. C'était le héros universel, c'était une catastrophe. Donc il y avait la volonté de se taire, de ne pas diffuser. Et ça, vous avez découvert dans les archives les échanges qui disaient on a abattu quelqu'un, mais ils savaient pas, les Allemands ne savaient pas qui c'était. Non, c'était pas dans les archives. C'était chez le commandant du groupe qui était décédé, parce que la famille était sympa, que l'on a pu fouiller et trouver de cette correspondance. Et quand on voulait avoir la réponse, on a eu la chance de pouvoir aller chez l'autre personne et de trouver la réponse. D'accord. Donc on a pu établir ça au sein d'une correspondance privée. D'accord. Donc la recherche a été au-delà des documents, des simplement documents administratifs disponibles. Et ça, en Allemagne, vous avez découvert ces documents-là En Allemagne. En Allemagne. Oui. En Allemagne et en France. Presque de 70 ans après, à cette époque-là, c'était 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était quasiment 70 ans après, oui. Ouais, c'était 70 ans après. Donc, encore une fois, le puzzle, il s'agrandit. Il s'agrandit, et puis on arrive à une liste de vétérans à contacter et de personnes qui auraient pu avoir des informations. Donc, avec mon collègue Lino von Gartzen de la Société bavaroise d'archéologie, on met au point une liste de 1200 noms de familles. C'est pas 1200 noms de personnes. Parce qu'on cherche à retrouver des personnes qui ont ce nom-là. En éliminant tous les noms qui ont plus de 300 occurrences dans les bottins allemands, donc pas de Schmitt, pas de Müller, en France on n'aurait pas eu de Dupont, de Durand ou de Martin, et après c'est le plus gros budget des recherches, c'est téléphoner. À l'international. Ça c'est mon collègue Lino qui s'en chargeait, puisqu'on était plus sur des gens parlant allemand. Et donc, il va téléphoner à des gens. Bonjour, on est des chercheurs. Est-ce que vous auriez eu un oncle, un grand-père, quelqu'un de la famille qui a participé à la guerre, qui aurait été dans le sud de la France, etc. Qui était pilote à cette époque. Ou qui était pas. On n'avait pas que des pilotes. On avait des observateurs. Fait une liste de 1200 noms de gens qui auraient pu avoir une information. D'accord. Donc, il y avait d'autres administrations que la Luftwaffe. Et c'est un travail colossal, et qui va finir par porter ses fruits pour une personne qui n'était pas sur les 1200 noms. C'est ça qui est le plus incroyable, et qui va nous être transmise quasiment à la fin de la liste par un des pilotes qui, lui, était sur la base, et on le savait puisqu'il avait été blessé le 30 juillet. Et donc on savait qu'il était à l'infirmerie le 31. Et qui va dire à mon collègue Lino, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé à cette période-là, par contre, appelez mon collègue Horst Rippert, parce que lui a une très bonne mémoire de ce jour-là, il sait très bien ce qui s'est passé. Sauf que Horst Rippert, c'est pas n'importe qui à cette époque en Allemagne. Non, Horst Rippert, c'est un des fondateurs de la ZDF, de la deuxième chaîne de télévision allemande. Du service des sports, quoi. Et surtout, le fondateur du service des sports de la ZDF. Donc c'est un journaliste très connu. Connu, voilà. Et là, encore une fois, vous tirez le fil sur la pelote
Vous avez donc, on le répète, Syntex, son avion, c'est sûr, c'est certifié, et vous êtes en train de chercher qui aurait pu intercepter Saint-Exupéry au-dessus de Marseille, au-dessus des Calanques, au-dessus de la Grande Bleue. Oui, tout à fait. Et quand Lino contacte Horst Rippert, Monsieur Rippert lui dit vous pouvez arrêter de chercher. C'est moi qui ai abattu un Lightning entre Toulon et Marseille le 31 juillet 1944 en fin de matinée. J'espérais toute ma vie que ce soit pas Saint-Exupéry, mais maintenant que l'épave est identifiée, il n'y a plus de doute. Voilà. Donc il va nous livrer ses confidences. Mmh. Il va... on va pouvoir aussi chercher un petit peu chez lui ce qu'il a en termes de documentation et autres. Mais il refuse que ce soit porté à la connaissance du public. Hein, on est en 2006 à ce moment-là, avant son décès. Donc tout est déposé chez son notaire et normalement on y aura accès après sa mort. On va mettre 2 ans avec beaucoup de tact et de diplomatie pour arriver à lui faire accepter en 2008 l'idée d'une interview filmée. Alors bien sûr, comme il était de la ZDF, il va dire d'accord, mais ça sera pour les archives de la ZDF, toujours sous-entendu qu'ils ressortiront après ma mort si besoin. Et quand le documentaire, l'interview est faite, Monsieur Rippert, ça se passe chez lui, est assez abattu, donc il a témoigné face caméra, il y a du monde, il est épuisé, il est assis, bouge plus. On lui dit, Monsieur Rippert, qu'est-ce qu'on fait avec les images ? Alors, ce qui était prévu, c'était les archives de la ZDF. Et là, fatigué, il nous dit, faites-en ce que vous voulez, l'air de dire, maintenant laissez-moi tranquille, quoi. On prend ça pour un accord. On se regarde tous, on a bien entendu, ok, faites-en ce que vous voulez. On va pas plus loin, on prend ça pour un accord. Et on va donc révéler au public cet axe des recherches à travers un premier livre, d'abord que je vais coécrire avec mon ami Jacques Pradel, qui s'est passionné pour cette histoire, bien sûr. Et puis... Il y a un peu de bruit dans l'Algeco ouais. d'Imarsat. C'est celui-là, voilà. Et donc, tout de suite, les médias rebondissent là-dessus. Et l'affaire explose avec ses contradicteurs, avec tout un tas de choses. Il faut savoir qu'à ce jour, si la documentation a été détruite, on en a quand même retrouvé qui était revenu de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, après la chute du mur, qui était illisible sur le 31 juillet 1944. Trop de monde avait regardé les microfilms et ils s'abîment dès la première lecture. Sauf que là, avec Lino, on a une idée géniale. C'est qu'on se dit que le premier copiste a peut-être eu les documents lisibles. Et il a peut-être fait... Et on est chez des Allemands, c'est sérieux. Donc il y a une liste des gens qui ont consulté ce document. Et donc on contacte le premier historien qui a consulté les documents et en a fait une copie. Et sa copie est tout à fait lisible. Et donc, à la journée du 31 juillet 1944, on a un document allemand qui précise qu'un Lightning a été abattu sur le front sud, donc la Méditerranée, et 3 sur le front ouest. C'est-à-dire côté Atlantique et nord de la France. Ce qui correspond parfaitement aux pertes américaines, sauf que le seul Lightning perdu sur la Méditerranée, c'est Saint-Exupéry. Donc on a plusieurs confirmations aujourd'hui du fait que Saint-Exupéry a bien été abattu par la chasse allemande. C'est plus compliqué dans le cas de M. Rippert, parce que je dirais qu'on n'a que son honnêteté morale, dans le sens déjà où il a... Il n'y a pas de preuve, c'est ça ce que vous voulez dire ? On n'a pas de preuves écrites, on n'a pas de témoignages écrits, sauf qu'aucun historien allemand qui a travaillé sur la question a réussi à mettre à mal son récit. Il était là au bon endroit, le bon jour. Too much, quoi. Donc, C'est ça, et puis surtout le fait que pour nous,
Il ne voulait pas témoigner, il ne voulait pas que ce soit Ouais. public. C'est quelque chose dont il avait une honte catastrophique, avoir Bien battu Saint-Exupéry, d'autant qu'il a appris à piloter parce qu'il avait lu Saint-Ex. Et voilà. C'était son héros. La boucle est bouclée. Je voulais que vous racontiez ça parce que je le savais que Horse Reaper avait eu le goût de l'aviation grâce à Saint-Exupéry. Ben voilà, je crois qu'on Voilà. arrive. Mais après, il y a encore une autre histoire dans l'histoire. Le corps de Saint-Ex, mais aussi le prince allemand. Alors, oui, Parce que- le prince allemand, ça, je dirais, c'est quand même la partie qui est la plus attachée à la solution. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas du deuxième appareil, on n'a pas la fin de l'histoire Saint-Ex. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand on va voir les vétérans en Allemagne et qu'on leur demande des renseignements, des questions, on a presque toujours la même réponse. C'est « je ne souhaite pas m'exprimer sur ces années-là, merci, au revoir ». C'est le trou noir de l'histoire allemande, c'est Le traumatisme. c'est le traumatisme national historique. C'est la peur d'être pris pour d'anciens nazis. Pour certains, c'était vrai, pas systématiquement, mais ça a pu être souvent vrai. Les vétérans ne veulent pas s'exprimer. Donc c'est un problème. La documentation est détruite après leur mort, en général, par leur famille. On a donc un gros souci. Sauf que on s'intéresse au deuxième avion qui était avec celui de Saint-Ex, qui est tombé 8 mois avant. Donc ça, c'est tout aussi une très belle aventure de recherche, de déduction, d'études du moteur qu'on amène en Allemagne pour l'étudier au Deutsches Museum parce que c'était plus pratique. Bon, une enquête formidable qui va montrer que Saint-Ex, notre petit prince national, est tombé sur un grand prince d'Europe, sur le prince Alexis de Bentheim et Steinfurt, qui était un jeune pilote de chasse de la Luftwaffe, de l'aristocratie allemande. Et donc là, il y a des archives. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient deux frères. Il y avait Alexis qui était le plus âgé et Christian, son jeune frère, qui étaient tous les deux pilotes dans la Luftwaffe. Et Christian a survécu à la guerre. On se demande bien comment, mais bon, il a traversé toute l'Allemagne à pied pour rentrer chez lui. Enfin bon, c'est des histoires dont on parle peu, c'est sur la détresse du retour en Allemagne, parce que bon, les vaincus n'ont pas la parole. Et donc, le gros avantage, c'est que Christian veut profiter de cette affaire pour s'exprimer, et puis pour dire que dans les armées allemandes, il n'y avait pas que des nazis. Il y avait des jeunes qui étaient là parce qu'ils avaient l'âge et qu'ils n'avaient pas le choix. Et voilà, c'est ça, ils étaient enrôlés. Oui, sinon ils étaient fusillés comme déserteurs. Donc, Christian se passionne pour les travaux de recherche, surtout pour la partie recherche et identification de son frère, dont on a même retrouvé les ossements dans une collection privée en Californie. Enfin bon, bref, ils sont réinhumés en Allemagne. Une histoire absolument dans l'histoire, mais qui est d'une puissance énorme. Mais surtout, c'est qu'on va avoir le soutien du prince de Bentheim, de Christian, frère d'armes des vétérans. Et surtout, en Allemagne, c'est pas rien. C'est un prince. Ça l'appuie, donc, ça a du poids. Sa parole couvre celle des vétérans. Et quand on va voir les vétérans de la part de Christian de Bentheim, en leur parlant des recherches sur le soldat allemand, ils ouvrent des yeux, ils disent « Mais bon, vous perdez du temps à chercher. Nous, on a perdu la guerre. Oubliez-nous, quoi. Enfin, pourquoi vous donnez du mal quand on leur explique que, globalement, il n'y a pas de raison que le devoir de mémoire soit ciblé et qu'on vient de la part du prince Christian. » Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes et il parle. Et c'est comme ça qu'on peut remonter jusqu'à Horst Rippert. Sinon, c'est pas possible. On n'y serait pas arrivé. Donc c'est le second appareil qui est tombé le 2 décembre 1943 lors du bombardement américain de la base sous-marine de Marseille. Donc 8 mois avant, rien à voir. À faire le lien comme une petite fourmi. Oui, mais parce que Alexis de Bentheim était pilote dans le groupe de chasse sud qui va devenir en juin 1944 le groupe de chasse 200. Il est reconstitué avec des effectifs plus petits, mais qui est toujours le même. Et Horst Rippert était instructeur dans le groupe de chasse sud et est resté jusqu'au 31 juillet 1944, jusqu'au 15 août
dans le groupe de chasse 200. Et donc, il a lié des connaissances avec le prince qui était Absolument. décédé. Le frère du prince Et si on avait besoin d'un coup de téléphone du prince pour faciliter les relations avec un vétéran, Christian était hyper disponible. Donc voilà. Mais sans cette affaire qui était en parallèle, on ne remonte pas jusqu'aux circonstances de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien, mes chers amis, je crois que là, on a une page d'histoire avec un grand H. On va faire une pause parce qu'il y avait une autre partie de ce podcast, mais j'espère qu'on n'a pas trop perdu de monde à l'audition, parce qu'il y avait encore une grande histoire, et là, on fait un bond en arrière époustouflant avec la grotte Cosquer. Mais je crois qu'on va faire une pause dans ce podcast. Luc Vanrel, merci beaucoup. On va passer les conseils de la SNSM. D'habitude, je donne toujours les conseils, les recommandations, ce qu'il faut faire quand on est en mer, pas en mer. Là, on va se concentrer sur les souvenirs et les recommandations, parce que tout ce podcast est un recueil de souvenirs et de recommandations. Mais là, vous allez recommander des livres, mais on les a sous la main, je les ai rapportés. C'est quel livre que vous nous conseillez à lire ? Alors, historiquement, c'est le dernier, parce que c'est le plus documenté. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a une grosse masse de documents en annexe, de copies de documents en annexe. Donc, c'est Saint-Exupéry, Révélation sur sa disparition, que j'ai coécrit avec François Daguet, le neveu le plus âgé de Saint-Exupéry, donc la personne vivante aujourd'hui qu'il a le mieux connue. Donc c'était assez émouvant quand même d'écrire avec le neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Avec un autre livre que vous avez coécrit avec Jacques Pradel. Avec Jacques Pradel, qui était qui avait aussi, je le dis sans honte, qui répondait à un besoin de financement. D'accord. Donc, qui a évité notre naufrage, notre naufrage économique avec Lino, notamment sur la dernière partie des recherches. Pour l'anecdote, Jacques Pradel, qui est retiré des plateaux de télé, mais qui, à une grande époque, faisait le bonheur de TF1. Oui. Voilà, donc un journaliste reconnu. Bien sûr, bien sûr. Et avec une préface d'Alain Decaux, qui était aussi assez connu à l'époque. Donc, c'est surtout... avec ces deux bouquins, vous comprenez l'histoire de Saint-Exupéry. On comprend toute l'histoire de Saint-Exupéry dans la guerre, des recherches, de toutes les pistes. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les pistes, parce que les mauvaises pistes, c'est pas glamour en général, celles qui aboutissent sur une impasse. En général, on a tendance à ne pas les publier parce que ça, c'est pas passionnant. Mais sauf certaines, on parlait de la dépouille de Saint-Exupéry, sauf celle-là qui effectivement est abordée et qui est une mauvaise piste, qui n'aboutit pas, mais qui était tellement croustillante qu'on l'a quand même mise dans le livre. Voilà, donc on répète, Saint-Exupéry, Révélation sur sa disparition, de François Daguet, Bruno Faurit, Lino Van Gratsen et Luc Vanrel. Et Saint-Exupéry, l'ultime secret, de Jacques Pradel et de Luc Vanrel. Avec ça, vous pouvez mettre deux très beaux bouquins sous le sapin de Noël. Voilà. Et n'oubliez pas de faire des dons à la SNSM. Merci. Tous les marins professionnels ou de loisirs ont besoin de la SNSM. Exactement. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima, les sauveteurs à mer, avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org. Après une heure d'interview, j'ai la langue qui colle au palais. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins. On est sur le port. Nous sommes à côté du marché aux poissons et on vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS 73 car il va bientôt revenir à quai fin décembre, début janvier. Luc Vanrel, merci encore pour cette très 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 belle rencontre et cette belle histoire associée à Saint-Exupéry. Merci. Je terminerai sur une petite anecdote. Voilà, je vais la dire. Ça me tenait à cœur de faire Saint-Ex pour une bonne et simple raison. Tout le monde connaît Saint-Exupéry, le Petit Prince, l'histoire, etc. Mais au moment de la découverte de la Gourmette et de votre aventure, j'avais depuis des années, et j'ai toujours chez moi, une belle photo
signé John Philippe, qui représente Saint-Exupéry dans son P38 en train de partir pour une mission. Voilà. Et une des dernières photos, si ce n'est la dernière photo d'Antoine de Saint-Exupéry. Luc, merci beaucoup et à bientôt pour une autre épisode de podcast qui va être tout aussi intéressant. À bientôt donc.